Deux chiffres se heurtent, un retrait annoncé, des survols en hausse. Sous l'accalmie affichée, des bases ferment officiellement, tandis que des centres rebaptisés, des convois discrets et des cartes nettoyées redessinent patiemment l'espace frontalier sahélien. Que change réellement ce langage pour les habitants quand routes, mines et ciel restent surveillés, interroge Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Un horizon plus exigeant se dessine, social, économique et souverain. Ce récit promet une lecture rigoureuse d'un moment souvent réduit à des annonces symboliques. Comprendre les continuités invisibles pour mieux anticiper leurs effets concrets. L'enjeu est double et précis. D'un côté, éviter la confusion entre visibilité et absence qui transforme des fermetures officielles en ruptures supposées. De l'autre, refuser une lecture uniquement émotionnelle, incapable de relier cartes, flux et infrastructures. L'approche proposée s'appuie sur des repères observables, des enchaînements vérifiables et des témoignages cohérents sans extrapoler au-delà des faits disponibles. Ce cadre vise un gain clair pour le lecteur. Disposer d'outils de lecture permettant d'identifier ce qui change réellement lorsque le vocabulaire évolue plus vite que les structures. La promesse n'est pas de trancher un débat politique, mais d'éclairer une mécanique. En distinguant retrait proclamé et continuité transformée, l'analyse rend lisible des effets souvent perçus isolément. Elle replace les décisions dans leur temporalité et mesure leurs conséquences concrètes sur la circulation, l'économie et l'autonomie locale. Gardez simplement ceci en tête, si les mots se déplacent sans les structures, qui en supporte le coût quotidien ? En 2023, un départ officiel est proclamé, tandis qu'un autre indicateur continue de progresser. La mini-révélation tient en une phrase simple. Le retrait annoncé n'a pas créé de vide. Ce décalage, presque imperceptible vu de loin, devient évident sur le terrain. Les convois quittent certaines bases sous l'œil des caméras, mais simultanément, des infrastructures changent d'appellation. Des unités deviennent des conseillers et des survols qualifiés de coopératifs se multiplient. La forme évolue, la géométrie demeure. Cette continuité transformée brouille la lecture internationale tout en clarifiant celle des populations locales habituées à mesurer la sécurité par ses effets immédiats. Pour comprendre cette mutation, il faut replacer les faits dans leur enchaînement. Les fermetures officielles sont suivies de créations administratives plus légères, moins visibles dans les communiqués, mais lourdes dans l'espace. Les frontières ne sont plus marquées par des drapeaux, mais par des trajectoires aériennes et des hubs logistiques. Ce glissement du visible vers le discret déplace le centre de gravité du contrôle, sans en réduire la portée. C'est dans ce contexte que les prises de parole d'Ibrahim Traoré trouvent un peu une résonance particulière. Lorsqu'il parle de repositionnement plutôt que de départ, il ne formule pas une accusation spectaculaire. Il décrit une observation fondée sur des flux persistants, des dépendances logistiques et une mémoire régionale où les mots changent souvent avant les structures. Son propos agit comme un révélateur. Il met des termes sur des signaux déjà perçus. Le contexte sahélien donne à cette contradiction une portée concrète. Là où la sécurité est invoquée, les habitants observent surtout des effets sur la circulation, les ressources et l'autonomie locale. La question centrale n'est donc pas seulement de savoir qui est parti, mais comment une présence peut se transformer sans disparaître. En distinguant annonces et pratiques, le cadre d'analyse s'affine et prépare la lecture des impacts précoces qui suivent. Deux scènes ordinaires, Peseldine, permettent d'incarner cette reconfiguration silencieuse, sans recourir aux abstractions. La première se situe à la périphérie de Ouagadougou. Une mère évoque la perte de son fils lors d'un affrontement récent. Ce souvenir intime coïncide, dans son récit, avec une intensification des survols présentés comme stabilisateurs. Elle ne conteste pas une doctrine, elle décrit un écart vécu. La protection annoncée n'a pas empêché la circulation d'armes, ni la persistance d'un danger quotidien. Son témoignage, sobre, révèle un décalage entre le vocabulaire officiel et les effets concrets, perçus au pas de la porte. La seconde scène vient d'un commerçant du Sud, habitué au marché transfrontalier. Il observe que les trajectoires aériennes suivent moins les zones d'affrontement médiatisées que les axes économiques majeurs. Pour lui,
La sécurité se mesure à la possibilité de traverser une route sans être observé depuis un ciel qui ne relève pas du pays. Cette perception transforme chaque passage aérien en signal économique autant que sécuritaire. Les itinéraires se réorganisent, les coûts s'ajustent, l'incertitude s'installe. Ces récits n'ont rien d'exceptionnel, leur force tient à leur répétition. Pris ensemble, ils indiquent des impacts précoces, prudence accrue sur les routes, méfiance envers le vocabulaire de la coopération et sentiment diffus que les décisions se prennent ailleurs. Rien de spectaculaire, tout est cumulatif. La transformation s'insinue dans les pratiques, pas dans les communiqués. Le point à retenir est simple et opérant. Quand le langage change, le quotidien en paie le prix. Cette boussole éclaire la suite du récit, où les événements s'enchaînent et rendent visibles les mécanismes à l'œuvre. Avant les annonces, la présence était visible, concentrée et officiellement assumée. Après 2023, elle devient diffuse, technique et moins déclarative. Ce basculement ne s'opère pas par une rupture spectaculaire, mais par une succession d'étapes discrètes qui recomposent l'espace sans le vider. La chronologie éclaire cette mécanique. D'abord, les images largement relayées montrent des convois quittant certaines bases sous un soleil écrasant. Les communiqués parlent de fin de cycle, de transition stratégique, de normalisation. Pour un public éloigné, la scène suggère une clôture nette. Sur le terrain, la mise en mouvement est plus subtile. Dans les semaines qui suivent, des anomalies apparaissent. Des sites officiellement fermés accueillent encore des personnels qualifiés, désormais désignés comme instructeurs ou conseillers. Des bâtiments sont entretenus à un rythme inhabituel, des pistes aériennes restent opérationnelles sans usage déclaré. Le vocabulaire change, la fonction reste reconnaissable. Ensuite, l'addition des signaux produit une montée cumulative. Aucun déploiement massif, aucun symbole appuyé, des hangars modernisés capables d'accueillir rapidement des appareils, des survols qualifiés de coopératifs qui gagnent en fréquence sur des axes précis. Des cartes régionales ou des points discrets réapparaissent là où l'on parlait de fermeture. Pris isolément, chaque élément paraît anodin. Ensemble, ils dessinent une continuité fonctionnelle fondée sur la mobilité, la préparation et la discrétion administrative. Puis la perception locale diverge fortement du discours international. Les habitants observent que les trajectoires aériennes privilégient les routes commerciales plutôt que les zones d'affrontement les plus médiatisées. Les commerçants ajustent leurs itinéraires. Les radios locales relient des faits jusque-là perçus comme séparés. La coopération cesse d'être un terme neutre. Elle devient directionnelle. À ce stade, la transformation n'est plus seulement technique, elle modifie les comportements. Vient ensuite le moment où ces signaux sont formulés à voix haute. Quand Ibrahim Traoré parle de repositionnement plutôt que de départ, ces mots ne déclencheront pas un scandale immédiat. Ils produisent une reconnaissance. Beaucoup y entendent la mise en cohérence de ce qu'ils observent sans toujours parvenir à l'articuler. La déclaration agit comme un révélateur, non comme une provocation. Dans la foulée, les réponses institutionnelles maintiennent la ligne officielle. Il ne s'agit plus d'une présence militaire classique, mais d'un appui régional ajusté. Sur le terrain, les effets continuent de s'additionner. Les infrastructures modernisées pivotent vers le cœur du Sahel. Les survols se densifient. Les patrouilles signalées prennent une régularité qui dépasse l'exception. La temporalité s'étire, rendant la lecture difficile pour ceux qui ne vivent pas sous ces effets quotidiens. Et, peu à peu, un nouvel équilibre s'installe. Il repose sur des couloirs logistiques, des capacités aériennes prêtes à l'emploi et une administration du discret. Ce modèle réduit les coûts symboliques et politiques, tout en conservant des leviers opérationnels. La présence n'a plus besoin d'être affirmée pour être effective. La ligne des événements devient alors lisible. Activation silencieuse, montée cumulative, nomination révélatrice, réplique durable. Ce n'est pas un retrait suivi d'un vide, mais une reconfiguration progressive. Comprendre cette séquence est décisif pour mesurer ce qui vient ensuite, lorsque les chiffres, enfin, permettent de passer de la perception à l'analyse. Avant 2023, la présence était concentrée et assumée. Après, elle se fragmente sans perdre en capacité. Ce passage du déclaratif vers le discret peut être éclairé par 3 repères chiffrés, limités mais révélateurs, qui déplacent le débat de la perception vers l'analyse fondée.
Un premier repère s'impose. Environ 1800 soldats français demeurent répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après les annonces de retrait. Ce chiffre, inférieur aux effectifs antérieurs, ne signifie pas une disparition, il indique une redistribution géographique. En se fragmentant, la présence réduit sa visibilité politique tout en conservant une faculté d'action régionale. La capacité ne se lie plus dans un point unique, mais dans un arc périphérique capable de projeter rapidement des moyens vers le cœur du Sahel. Une baisse d'effectifs n'équivaut donc pas mécaniquement à une baisse d'influence. Un deuxième repère éclaire la préparation. La réactivation d'infrastructures aériennes modernisées, notamment à Abidjan, capable d'accueillir des appareils militaires en quelques semaines. Ici, le chiffre est moins un volume qu'un délai. La rapidité de mise en service révèle l'état de préparation. Une base n'a pas besoin d'être occupée en permanence pour compter. Lorsqu'un hangar est entretenu, équipé et connecté à un réseau logistique, il devient une promesse d'intervention rapide. Cette préparation silencieuse montre que le retrait opérationnel ne se confond pas avec un désengagement fonctionnel. Un troisième repère complète le tableau. À partir de mi-2024, l'apparition régulière de nouveaux points signalés sur des cartes satellites dans des villes comme Parakou, Dakar ou Abidjan. Le marqueur temporel importe autant que la dispersion spatiale. Ces points, pris isolément, semblent secondaires. Mis bout à bout, ils dessinent un maillage régional orienté vers des axes économiques et logistiques. Le modèle évolue. Moins de bases centrales, davantage de nœuds périphériques. Cette architecture en réseau est plus souple, plus difficile à contester et moins coûteuse symboliquement. Ces trois indicateurs suffisent à établir un glissement clair. On passe d'une présence visible, symboliquement lourde, à une architecture légère, technique et administrative. Les chiffres ne portent pas une idéologie, ils décrivent une méthode. Ils montrent que la réalité se joue moins dans le nombre affiché de soldats que dans la persistance des capacités, des infrastructures et des flux. L'intérêt de cette lecture quantitative réside aussi dans ce qu'elle révèle indirectement. Les survols signalés suivent des axes économiques plus que des lignes de front médiatisées. Les infrastructures rénovées correspondent à des schémas logistiques éprouvés ailleurs. Les effectifs restants sont positionnés de manière à maintenir une profondeur stratégique sans exposition excessive. Chaque repère peut être relativisé pris seul. Ensemble, ils forment une cohérence. C'est précisément cette cohérence qu'évoque Ibrahim Traoré lorsqu'il parle de repositionnement plutôt que de départ. Son propos ne contredit pas les déclarations officielles. Il les déplace. Il invite à lire les continuités derrière les ajustements apparents. La question centrale se reformule alors, non pas qui est parti, mais comment la présence est restée autrement. En répondant par des chiffres mesurables, l'analyse prépare l'examen des débats contradictoires qui suivent. Deux lectures antagonistes structurent le débat autour de la présence remodelée au Sahel, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant toute conclusion. D'un côté, la lecture institutionnelle. Selon des responsables occidentaux et certains analystes sécuritaires, la reconfiguration observée relève d'une adaptation nécessaire à un environnement instable. La réduction des effectifs visibles, la fermeture officielle de base et la transformation des unités en dispositifs de coopération traduiraient une volonté d'alléger l'empreinte militaire directe. Le recours accru au survol et aux conseillers serait une réponse technique à des menaces diffuses permettant de soutenir des partenaires locaux sans reproduire des schémas d'intervention lourds. Dans cette logique, la discrétion n'est ni dissimulation ni continuité déguisée. Elle vise à limiter les coûts politiques et humains tout en maintenant un soutien ciblé. De l'autre, la lecture locale. Portée par des acteurs de terrain, des élus et des observateurs régionaux, elle soutient l'inverse. Le changement de forme serait un repositionnement stratégique destiné à préserver des capacités d'influence en réduisant les symboles. Les arguments s'appuient sur des observations répétées, survol régulier d'axes économiques, modernisation silencieuse d'infrastructures aériennes, maintien de personnel dans des sites officiellement fermés. La coopération affichée masquerait une continuité fonctionnelle. La baisse de visibilité ne signifierait pas une baisse d'impact, mais une modification de ses modalités. Pour départager ces lectures,
Il faut déplacer la focale des intentions vers les conséquences mesurables. Les indicateurs présentés précédemment convergent: fragmentation géographique des effectifs, préparation logistique rapide, maillage périphérique orienté vers des flux clés. Quelle que soit l'intention proclamée, les effets perçus s'alignent: surveillance accrue des circulations, dépendance persistante à des capacités extérieures et ajustement quotidien des acteurs économiques. Les données n'invalident moralement pas l'argument d'adaptation, elles montrent que l'adaptation conserve des leviers. Ainsi, le débat n'oppose pas une lecture rationnelle à une lecture émotionnelle. Il oppose deux expériences de la même réalité. L'une s'appuie sur des cadres institutionnels et des objectifs déclarés. L'autre se fonde sur des usages, des trajectoires et des effets vécus. Tant que cet écart persiste, la controverse demeure active, alimentée moins par les discours que par ce que les populations constatent concrètement. Et c'est là que tout change. Il ne s'agit plus seulement d'une présence, mais de la manière même dont on la définit. À ce point précis, le récit bascule. Ce qui semblait une suite d'ajustements techniques révèle un déplacement plus profond. Le terrain du débat change. La question n'est plus strictement militaire. Elle devient sémantique. Quand un retrait peut désigner un pivot, quand une coopération peut recouvrir une surveillance, alors le pouvoir se loge d'abord dans les mots qui organisent la perception autant que l'action. Cette révélation éclaire autrement les éléments accumulés. Les infrastructures modernisées, les trajectoires aériennes et les réseaux logistiques n'ont pas seulement une fonction opérationnelle. Ils redéfinissent ce qui devient normal, acceptable ou invisible. Le contrôle n'a plus besoin d'être affirmé pour être effectif. Il s'exerce à travers des cadres administratifs, des accords techniques et des pratiques routinières qui échappent au débat public classique. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa cohérence. En insistant sur le vocabulaire employé, il déplace l'attention vers un champ rarement contesté, celui de la nomination. Nommer, c'est déjà orienter. Accepter un terme, c'est souvent accepter la structure qu'il recouvre. Refuser ce glissement lexical devient alors un acte de lucidité politique, sans provocation. Dès lors, la tension centrale apparaît clairement. Elle ne porte pas uniquement sur des bases ou des appareils. Elle porte sur la capacité d'un peuple à décrire ce qu'il vit avec ses propres mots. Et cette capacité conditionne la lecture des conséquences concrètes qui suivent. Les effets du repositionnement discret se manifestent différemment selon les acteurs, mais convergent vers une même réalité. La transformation n'est ni abstraite ni lointaine. Elle s'inscrit dans des pratiques quotidiennes et redessine des équilibres déjà fragiles. Pour les États, la première conséquence touche à la perception et à l'exercice de la souveraineté. Lorsque des infrastructures modernisées et des trajectoires aériennes semblent orientées depuis l'extérieur, la capacité décisionnelle apparaît conditionnée. La planification sécuritaire et logistique doit composer avec un espace partiellement défini ailleurs. Les autorités peuvent proclamer l'autonomie, mais les leviers opérationnels, eux, restent imbriqués dans des réseaux externes. Dans ce contexte, les avertissements d'Ibrahim Traoré résonnent comme un rappel constant. Une indépendance déclarée demeure incomplète tant que les capacités clés ne sont pas maîtrisées localement. Pour les acteurs économiques, l'impact est immédiat et mesurable. Commerçants, transporteurs et opérateurs de marchés transfrontaliers observent une surveillance accrue des axes marchands. Certains itinéraires deviennent plus coûteux, d'autres moins prévisibles. Les délais s'allongent, les assurances augmentent, les marges se réduisent. La stabilité promise par le discours sécuritaire se traduit paradoxalement par une incertitude logistique accrue. L'économie s'adapte, mais au prix d'ajustements permanents qui fragilisent les plus petits acteurs. Pour les citoyens, les conséquences se vivent dans une accumulation de signaux faibles. Un appareil aperçu dans le ciel, une base rebaptisée, une route contournée deviennent des rappels quotidiens d'une présence diffuse. Cette normalisation de la surveillance nourrit une méfiance croissante envers les termes de coopération et de partenariat, désormais perçus comme ambigus. Le sentiment dominant n'est pas la peur immédiate, mais une vigilance contrainte qui s'installe dans la durée. La sécurité cesse d'être un horizon rassurant, elle devient une variable incertaine du quotidien. À l'échelle régionale, enfin, la reconfiguration modifie la géométrie géopolitique. L'alignement de points logistiques entre plusieurs capitales dessine un arc stratégique orienté vers le cœur du Sahel.
Vu depuis Ouagadougou, cet ensemble ressemble moins à une aide ponctuelle qu'à une structure durable. Les partenaires internationaux parlent d'adaptation. Les observateurs sahéliens y voient une continuité sous un autre nom, souvent souligné par Ibrahim Traoré lorsqu'il distingue présence visible et présence effective. Cette divergence de lecture alimente des tensions diplomatiques diffuses et complique les coopérations futures. Prises ensemble, ces 4 niveaux montrent une dynamique cumulative. Aucun effet n'est à lui seul décisif, mais leur addition produit un environnement où chaque acteur ajuste ses comportements face à une architecture cohérente qui, elle, demeure largement inchangée. C'est dans cette asymétrie, entre adaptation individuelle et continuité structurelle, que s'installe la tension la plus durable, celle qui façonne déjà les décisions à venir. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution peut être lue à travers 3 trajectoires implausibles. Il ne s'agit pas de prédire, mais de clarifier des dynamiques déjà observables et la manière dont elles pourraient se renforcer ou se corriger. Dans une première trajectoire, l'équilibre se stabilise sous tension. La reconfiguration actuelle se poursuit sans rupture majeure, les réseaux logistiques discrets demeurent opérationnels, les survols conservent une fréquence régulière et les infrastructures modernisées restent en état d'alerte latente. Les États sahéliens renforcent progressivement leurs dispositifs institutionnels, mais sans réduire significativement leur dépendance opérationnelle. Les discours officiels restent mesurés afin d'éviter toute escalade. Le résultat est un équilibre fragile, ni apaisement durable, ni confrontation ouverte. La tension devient structurelle, intégrée aux routines de politique et économique, avec des coûts diffus mais persistants. Dans une deuxième trajectoire, l'autonomie opérationnelle s'accroît. Les acteurs régionaux parviennent à diversifier leurs partenariats et à investir dans des capacités propres, notamment logistiques et informationnelles. Les infrastructures de nationales absorbent une part croissante des flux, réduisant la centralité des réseaux extérieurs. Les routes commerciales gagnent en prévisibilité et la perception de la souveraineté s'améliore auprès des populations. La coopération internationale se poursuit, mais dans des cadres plus transparents et mieux négociés. Ce scénario suppose une coordination régionale renforcée, des investissements ciblés et une montée en compétences rapides. Exigeant, il demeure toutefois atteignable si les priorités sont clairement établies. Dans une troisième trajectoire, la pression économique s'accentue et le brouillage stratégique se renforce. Des contraintes économiques accrues fragilisent les équilibres internes. Des ajustements financiers, des restrictions commerciales ou des conditionnalités renforcées accentuent la vulnérabilité des économies locales. La surveillance aérienne se densifie, alimentant un sentiment de contrôle élargi. Les écarts entre discours et réalité s'accentuent, et l'espace politique interne se tend. La puissance s'exerce moins par la présence visible que par des leviers économiques et narratifs, rendant la contestation plus complexe. Un point commun traverse ces scénarios. Les mots évolueront probablement plus vite que les structures. La recommandation analytique est simple et opérante. Observez les actions plutôt que les déclarations. Comparer les effets dans le temps. Si les formes changent sans modifier les leviers, alors la trajectoire réelle se lit dans les continuités, pas dans les annonces. À ce stade, les transformations décrites cessent d'être abstraites et touchent directement ceux qui vivent, travaillent et se projettent dans la région. 3 groupes, en particulier, ressentent ces effets de manière immédiate, chacun avec des marges d'action spécifiques. Pour les citoyens ordinaires, la conséquence principale est une redéfinition silencieuse du quotidien. Chaque survol aperçu, chaque détour imposé rappelle que la sécurité n'est pas seulement une promesse institutionnelle, mais une expérience vécue. Le risque dominant n'est pas la peur immédiate, c'est l'usure. L'habituation à une surveillance diffuse finit par paraître normale. Un premier levier consiste à renforcer les circuits d'information de proximité, capables de contextualiser les événements, de distinguer faits observables et rumeurs, et de réduire l'écart entre discours et réalité. Pour les jeunes générations, la situation agit comme un révélateur. Étudiants, apprentis et jeunes travailleurs perçoivent à la fois une contrainte et une opportunité. La contrainte tient à l'incertitude prolongée, qui complique les choix d'avenir.
L'opportunité réside dans l'émergence d'un débat plus exigeant sur la souveraineté, la technologie et la responsabilité politique. Favoriser des espaces d'analyse, éducatifs ou numériques, où ces enjeux peuvent être discutés avec méthode, constitue un investissement durable dans la capacité critique collective. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, l'impact est avant tout logistique. Commerçants, transporteurs et coopératives doivent ajuster leurs pratiques face à des routes redessinées et à une surveillance accrue. Des réponses pragmatiques existent. Mutualiser des itinéraires alternatifs, partager l'information entre opérateurs et renforcer les réseaux régionaux afin de limiter la dépendance à des axes uniques. Pris isolément, ces ajustements paraissent modestes. Ensemble, ils transforment une vigilance contrainte en attention organisée. Et c'est souvent dans ces adaptations discrètes que se joue la capacité d'une société à reprendre prise sur son propre rythme. Transformer la lucidité en capacité d'action suppose une démarche structurée, progressive et mesurable. Sans prétendre résoudre toutes les tensions, une feuille de route en 4 axes permet de passer du constat à la mise en œuvre, en associant institutions publiques, acteurs économiques et société civile. Sur les 6 premiers mois, la priorité consiste à renforcer la capacité d'observation et d'analyse. Des cellules indépendantes de suivi peuvent être mises en place pour cartographier sur vol, infrastructures et flux transfrontaliers. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la transparence. Des rapports périodiques, accessibles aux décideurs et aux médias locaux, réduisent l'écart entre perception et réalité. Cette approche rejoint l'insistance d'Ibrahim Traoré sur la nécessité de nommer précisément ce qui est observé. Sur une période de 12 mois, les autorités peuvent identifier et renforcer des itinéraires alternatifs pour les échanges sensibles, diversifier les routes commerciales et soutenir des hubs logistiques nationaux limite l'impact des reroutages imposés de l'extérieur. Les indicateurs de succès sont concrets: stabilité des volumes échangés, baisse des interruptions imprévues et amélioration de la prévisibilité pour les opérateurs locaux. Entre 6 et 18 mois, universités techniques et centres spécialisés peuvent coopérer pour former des analystes locaux capables de traiter des données aériennes et satellitaires. Le progrès se mesure par le nombre de techniciens certifiés et par la capacité à produire des analyses nationales sans dépendance systématique à des sources externes. Enfin, sur un horizon de 6 à 12 mois, l'instauration d'un cadre régional de dialogue réunissant experts, diplomates et représentants civils permet de comparer les signaux faibles et d'anticiper les pressions. Des décisions concertées renforcent la cohérence collective. Cette feuille de route ne promet pas une rupture immédiate. Elle vise une réduction progressive des asymétries, condition indispensable pour transformer une vigilance subie en souveraineté opérationnelle. Le récit revient à ses points d'ancrage les plus simples. À la périphérie de Ouagadougou, une mère continue d'allumer une bougie sans invoquer la géopolitique. Elle parle d'un quotidien brisé par des décisions prises loin de chez elle. Plus au sud, le commerçant ajuste encore ses itinéraires, non par calcul stratégique, mais pour éviter des routes d'un devenu imprévisible. Ces gestes modestes rappellent donc que les transformations décrites ne vivent pas dans les communiqués, mais dans les habitudes. Au-dessus de ces expériences, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme une figure héroïsée, ni comme un symbole isolé. Il agit comme un point de jonction. Sa parole relie des faits dispersés, des trajectoires aériennes aux marchés locaux, des mots officiels aux conséquences vécues. Elle ne dramatise pas, elle met en cohérence. C'est cette sobriété qui lui donne sa portée, en résonance avec ceux qui observent sans toujours pouvoir nommer. Le motif central se resserre alors. Ce qui se joue n'est pas un événement ponctuel, mais un processus lent, fait de répétitions acceptées et de cadres normalisés. Les mots s'installent, les pratiques suivent, et une époque se dessine sans fracas. Et pour conclure sans fermer le débat, une phrase suffit. La souveraineté commence par l'attention quotidienne. Au terme de ce parcours, une dynamique se dégage avec netteté. Le public ne cherche pas des certitudes figées, mais des clés de lecture pour naviguer dans un moment de transition où les formes changent plus vite que les structures. Dans les villages, sur les marchés et dans les espaces de débat, les récits circulent, se confrontent et s'affinent. Cette circulation des regards constitue déjà une réponse à l'invisibilité,
car elle empêche les transformations silencieuses de passer inaperçues. Prendre part à cette attention collective ne requiert ni expertise technique, ni posture militante. Il s'agit d'écouter, de comparer des sources, de relier des faits apparemment dispersés. Interroger un terme trop vite accepté, demander ce qu'il recouvre concrètement, partager une analyse rigoureuse, sont des gestes simples mais cumulativement puissants. Ils élargissent l'espace du débat sans l'enfermer dans l'affrontement. Dans une période où le langage organise autant la perception que l'action, maintenir cette exigence de clarté devient un enjeu civique. Les sociétés qui préservent leur capacité à nommer ce qu'elles vivent conservent aussi une marge de choix pour l'avenir. La question demeure volontairement ouverte. Comment souhaitez-vous, à votre échelle, contribuer à la manière dont ce moment sera compris et transmis ?